Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire à travers l'Union des Français de l'étranger. Le thème d'aujourd'hui sera donc l'assurance vie ici aux États-Unis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser votre question dans le chat. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions à l'issue de cette présentation qui devrait environ durer 45 minutes et on prendra le temps de répondre à vos questions. Sur les questions à différents moments du webinaire, n'hésitez pas à poser la question, on pourra y répondre à la fin. Donc aujourd'hui, le thème c'est l'assurance vie aux États-Unis. Est-ce un actif incontournable? On va pouvoir répondre à ces questions. Donc si vous le souhaitez, on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Alors, avant de s'y jeter, quelques mots sur USA France Financial. Si vous ne connaissez pas encore notre équipe, nous sommes une équipe de 15 Français, un Américain basé à San Francisco, Los Angeles, Miami, Philadelphie et New York. Et nous permettons aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de pouvoir gérer leurs problématiques financières. Ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier. On est capable d'apporter une valeur ajoutée, et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Comme vous pouvez le voir dans notre équipe, nous avons une équipe constituée de diplômés notaires, de coordinateurs fiscaux, de directeurs de planification et d'investissement, et l'ensemble de notre équipe est là pour aider la communauté française ici aux États-Unis. Alors, quelles sont les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui? Premièrement, quels sont les différents types d'assurance vie aux États-Unis? Deuxièmement, qu'est-ce qu'une assurance vie en France, pour faire un petit peu le distinguo entre les deux? Troisièmement, comment optimiser ce que j'appellerais votre cash flow system? Comment vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace dans votre stratégie patrimoniale, notamment en phase d'accumulation, mais également en phase de retraite? Quatrièmement, comment se positionner stratégiquement pour toujours être en position de force sur les marchés financiers ou dans le grand scheme of things, sur notre stratégie patrimoniale, que le marché soit en hausse, que le marché soit en baisse. L'objectif, c'est d'être toujours en position de force. On va voir comment un contrat d'assurance vie à l'américaine peut aider à cet objectif. Et enfin, on va voir comment on peut avoir une approche dite holistique de la planification financière pour pouvoir aider à augmenter nos revenus de retraite en prenant moins de risques. On va répondre ensemble aujourd'hui à ces 5 questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Commençons par cette première question. Quels sont les différents types d'assurance vie ici aux États-Unis? Il y a vraiment 2 grands types de contrats d'assurance vie aux États-Unis. Le premièrement, c'est ce qu'on appelle term insurance. Term insurance, c'est de l'assurance décès pure. Il n'y a aucun mécanisme de construction patrimoniale. C'est tout simplement une assurance décès pure. On peut prendre une assurance, par exemple, sur 1 an, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. En cas de décès, un capital est reversé à nos bénéficiaires. Un autre type d'assurance vie ici aux États-Unis qui va se rapprocher un tout petit peu de ce que l'on peut connaître en France, c'est ce qu'on appelle le Permanent Life Insurance. Mais il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a 2 composants importants. Un premier composant d'épargne, qui elle va pouvoir grandir sur le long terme, et deuxièmement, il y a une assurance décès également attachée à l'instrument, qui va complètement différer de l'assurance vie française. Ici, nous avons à la fois une épargne et en plus une assurance décès qui est permanente, c'est-à-dire qu'un jour, lors de notre décès, un capital supérieur à notre épargne sera donné à nos bénéficiaires, quels qu'ils soient, où qu'ils soient dans le monde. Il y a vraiment 3 types d'assurance vie permanente ici aux États-Unis, ce qu'on appelle Universal Life, Variable Life et Whole Life. La première, Universal Life, a vraiment pour objectif de remplacer une term insurance, mais qui serait cette fois-ci à vie. C'est celle qui, pour un montant de prime donné, va nous donner un maximum d'effet de levier d'assurance décès. Il ne faut pas compter sur l'épargne. Cette épargne est vraiment à terme designée pour s'effacer petit à petit, mais de garder le death benefit en vie pour le reste de notre vie. Ça peut avoir un impact extrêmement intéressant d'un point de vue successoral. Alors, à l'heure actuelle, les exemptions successorales pour les gens qui sont par exemple en carte verte, résidents fiscaux américains ou même américains, sont de près de 11,6 millions de dollars
par personne. On est sur les taux presque de 23-24 millions de dollars pour un couple en termes d'exemption au niveau fédéral. Donc, il s'agit d'avoir un patrimoine assez important pour commencer à être touché au niveau de la fiscalité ici aux États-Unis. Et donc, à ce titre, on utiliserait peut-être ces instruments-là qu'on transférait potentiellement dans des trusts si on est amené à rester ici pour le reste de notre vie, créer ce qu'on appelle un Irrevocable Life Insurance Trust et y déposer ce type d'instrument-là pour créer un effet de levier encore plus supérieur pour payer potentiellement des impôts de succession. Donc, le Universal Life Insurance est utilisé généralement pour une clientèle très aisée, ultra high net worth, pour éviter ou pour réduire l'impact de fiscalité successorale. Le deuxième, Variable Life Insurance, ça vous permet de constituer de l'épargne, mais cette fois-ci liée au marché financier. C'est un tout petit peu touchy, c'est-à-dire que pour moi, généralement, je préférais avoir les investissements en dehors potentiellement de cette coquille de l'assurance vie, de pouvoir avoir des investissements qui, eux, auront une certaine liquidité ou autre en dehors du contrat, mais il existe certains contrats qu'on appelle variable qui augmentent liés au marché financier. La problématique majeure que je vois avec celle-ci, c'est l'utilisation du cash plus tard, qui est généralement très difficile, très complexe. Donc, c'est généralement un instrument qu'on ne va pas utiliser proactivement dans la stratégie globale pour notre clientèle. Mais cet instrument peut jouer un rôle, évidemment. Et le troisième, qu'on appelle le Whole Life Insurance, lui, va faire augmenter le capital à l'intérieur de ce contrat, complètement non corrélé au marché financier immobilier, et qui est généralement lié à des dividendes d'une compagnie mutuelle d'assurance qui a généralement plus de 150, 160 ans d'existence, qui est le plus sécurisé, on va dire, et sur lequel on va pouvoir s'appuyer d'un point de vue stratégique ici aux États-Unis et même en cas de retour en France ou à l'étranger. Donc tout simplement, on va potentiellement se focaliser plus aujourd'hui sur ce troisième type d'assurance vie, qui est le type Whole Life, et quels seront les impacts potentiellement positifs de mettre en place ce type d'instrument dans notre stratégie patrimoniale. On va passer à la question numéro 2. Qu'est-ce qu'une assurance vie en France? Pour faire ce distinguo. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'un contrat d'assurance vie en France? Grosso modo, c'est un compte dans lequel vous allez pouvoir y mettre des investissements avec des avantages fiscaux. Donc, en effet, tant que vous restez dans votre contrat, plus de 5 ans, plus de 8 ans, et que vous souhaitez tirer vos fonds après, vous aurez quelques avantages fiscaux que vous n'avez pas si vous êtes dans un compte d'investissement classique. Et également, d'un point de vue de la succession, si vous décédiez avec un contrat d'assurance vie, il y aurait des avantages que vous n'auriez pas si vous passez du patrimoine différemment. Grosso modo, pour faire un tout petit point rapide sur la succession française, vous avez soit du patrimoine qui passe dans la succession, immobilier, financier et autres. Dans ce cas-là, il y a 100 000 € d'exemption par enfant. Puis après, ce sera graduel de 5 à 45%. Au-dessus de ces 100 000 € par enfant. Si vous passez de l'argent, ce qu'on appelle sui generis, en dehors de la succession générale, à travers un contrat d'assurance vie, que ce soit français ou international, vous allez avoir une exemption de 152 000 € par enfant, une imposition de 20% pour les 700 000 € suivants, puis 31,25%. Donc, il y a des avantages potentiellement dans la succession à passer de l'argent d'un point de vue français à travers des contrats d'assurance vie. Mais ce qu'il faut faire attention quand on est résident fiscal américain, quand on a de l'argent à l'étranger notamment, c'est de ne pas tomber dans le panneau de ce qu'on appelle le PFIC, Passive Foreign Investment Company. Et la plupart de nos contrats d'assurance vie qu'on pourrait avoir en France, qui sont sur des supports multi-investissements, etc., qui sont liés au marché financier, il y a une très, très, très forte chance que ces contrats soient considérés comme du Passive Foreign Investment Company. Et à ce titre, la fiscalité américaine sur les plus-values latentes générées sur nos contrats d'assurance vie français est extrêmement punitive du côté américain. Et ça, il faut faire évidemment attention quand on met en place une stratégie patrimoniale internationale. Nous, par défaut, elle l'est, puisque nous sommes français ici aux États-Unis. Eh bien, il faut faire attention à la fois des implications financières, fiscales et légales à l'international. Donc, attention à nos contrats d'assurance vie. Il y a des avantages d'en avoir en France. Quand on arrive ici aux États-Unis, attention à ce que l'on détient, à la fois dans les différents comptes, mais ce que l'on détient également à l'intérieur des différents comptes pour ne pas se tirer une balle dans le pied, bien évidemment. L'assurance vie n'a pas évidemment à la française d'effet de levier de cette assurance décès que l'on va pouvoir voir dans celui américain.
La troisième question, comment optimiser votre cash flow system? Alors, en d'autres termes, comment est-ce qu'on peut être le plus efficace possible dans sa stratégie patrimoniale pour que chaque dollar que l'on mette de côté puisse jouer un maximum de rôles en même temps? Alors, premièrement, quand on crée de la valeur patrimoniale, pour nous, il n'y a que trois manières. Premièrement, nous sommes de très bons épargnants et nous épargnons pendant une très longue période de temps. À l'heure actuelle, quand on a de l'argent en cash à la banque, on n'a pas vraiment énormément de rendement, hein. Il y a encore quelques mois, on était proche des zéros. Maintenant, on peut se retrouver entre 1 et 3% avec de l'épargne à court terme. Mais évidemment, avec l'inflation dans laquelle nous faisons face à l'heure actuelle, eh bien, il faut s'accrocher pour pouvoir potentiellement doubler son argent quand on est en épargne pure. Mais si on est des bons épargnants, on va pouvoir faire augmenter notre valeur patrimoniale. Et les deux autres moyens pour faire augmenter notre valeur patrimoniale de manière exponentielle, c'est ce que j'appellerais ownership, c'est-à-dire qu'on détient sa propre entreprise ou on détient des parts d'une entreprise sur le marché privé ou sur le marché public, telles que les actions. Et deuxièmement, c'est l'immobilier. Voilà. Il n'y a que deux manières de créer la valeur patrimoniale exponentielle, it's ownership and real estate. Et quand on commence à être diversifié, commence à mettre de l'argent de côté, se diversifier, l'idée, c'est de créer un maximum d'efficacité patrimoniale, ce que j'appellerais un haut degré de vélocité. Alors, pour expliquer le mot de vélocité, je prends généralement l'exemple de la vélocité de la monnaie au niveau d'un pays. Et c'est tout simplement le ratio entre le PIB, la valeur, la richesse créée par le pays, le produit intérieur brut, sur la masse d'argent disponible. Et si on assume que la masse d'argent disponible est fixe, plus le PIB va être élevé, et plus ça peut être un indicateur intéressant pour savoir s'il y a une certaine vitalité au niveau du pays. Ça signifierait tout simplement qu'un euro ou un dollar passe d'une poche à l'autre. Il y a des gens qui vendent et achètent des biens et des services, et l'argent circule, il se passe quelque chose au niveau du pays. Et bien nous, d'un point de vue granulaire, au sein de notre propre stratégie patrimoniale, dans notre foyer, si on peut faire en sorte que chaque dollar que l'on peut mettre de côté puisse potentiellement jouer plusieurs rôles en même temps, ben nous allons pouvoir démultiplier notre stratégie patrimoniale. Et on va voir exactement comment on va pouvoir le faire. Alors, pour ce faire, on va essayer de créer un système de cash flow qui soit le plus efficace possible dans notre stratégie. Alors, pour ce faire, je vais faire un petit graphique. Alors, tout d'abord, quand on se lève le matin, on crée la valeur patrimoniale que j'appellerais cash creation. On se lève le matin, on va travailler, on reçoit un paycheck, on fait grandir la valeur de notre propre entreprise pour créer de la valeur. Celle-ci va être capturée dans une warehouse et qui est généralement matérialisée par une banque. On a un direct deposit tous les 2 semaines directement sur notre compte bancaire. Et comme à la banque, on ne génère pas grand-chose comme taux de rendement, on ne fait pas face à l'inflation, etc., on va essayer de trouver des solutions patrimoniales qui vont nous permettre de faire grandir notre capital, que j'appellerais cash flow creation, et ainsi de pouvoir, à travers, par exemple, de l'immobilier ou le marché financier ou autre, de trouver un système qui pourra nous générer des revenus, des intérêts, des dividendes, qui va créer ce cercle vertueux pour qu'à terme, si on souhaite s'arrêter de travailler, notre patrimoine puisse prendre le relais et de garder le style de vie, d'avoir cette indépendance financière, on espère évidemment pour le reste de notre vie, et de potentiellement pouvoir permettre à la génération future d'être en position de force également. Et au-dessus, c'est ce que j'appellerais cash protection. Ce sont toutes ce que l'on va pouvoir mettre en place au-dessus pour que notre système puisse fonctionner pour le reste de notre vie. Dans la manière dans laquelle on travaille avec nos clients, on revoit toujours l'aspect protection en premier. Parce que si on peut tout perdre du jour au lendemain, ça ne sert à rien de commencer à mettre de l'argent de côté, mettre de l'argent dans un fonds wanké, etc. Si demain, on peut tout perdre. Il y a vraiment 3 manières de potentiellement tout perdre, aux États-Unis notamment. C'est en cas de décès. Deuxièmement, en cas de problème de santé, on ne peut plus travailler pendant une très longue période de temps. Je touche du bois, évidemment. Et dernièrement, c'est un procès contre nous. L'umbrella policy est absolument fondamentale aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile. En France, on l'a de manière quasiment automatique. Ici, il faut le demander à son assureur auto-maison. Vous avez une assurance pour la maison, vous avez une assurance pour la voiture. Il s'agit de stacker en top l'umbrella policy. N'hésitez pas à demander une quote à votre assurance auto-maison pour un montant qui est généralement au minimum supérieur ou égal à un montant net de patrimoine pour être cette première pierre à l'édifice en cas de procès. On renverse quelqu'un demain, ce que l'on a juste sur l'assurance auto, généralement, n'est pas assez suffisant. Donc, n'oubliez pas que l'aspect cash protection, ce système de protection de votre
de votre patrimoine est très important. C'est la première chose que l'on revoit. Mais quand on a ce cash protection en place, il s'agit de trouver un système qui soit le plus efficace possible. Dans ce schéma-là, ce qui est généralement omis dans la prise de décision patrimoniale, c'est l'optimisation de la partie cash capture. On a de l'argent qui est à la banque, pas vraiment de rendement. On se pose des questions de savoir quelles seraient nos opportunités pour pouvoir générer un peu plus de rendement, faire construire du patrimoine. Mais la partie cash capture n'est généralement pas optimisée. Or, il y a une vraie opportunité d'optimiser cette partie-là parce que pour moi, il n'y a pas meilleure institution au monde qu'une banque dans la gestion opérationnelle de leur cash. Quand on dépose $1 à la banque, ils ne vont pas se tourner les pouces. Ils vont mettre cet argent au travail et généralement, quand il y a $1 de dépôt, il y a 15-20 $ derrière qui sont prêtés à d'autres personnes et qui va démultiplier le rendement de la banque. Donc, un exemple très simple de comment fonctionne une banque, on dépose notre argent, on est rémunéré 1%, et puis cet argent est prêté à quelqu'un d'autre à 4% et se marge derrière. Si cette marge est faite sur leur fonds propres, c'est très simple, 4 moins 1%, la banque génère du 3%. Or, on pourrait argumenter que comme la banque n'est que intermédiaire dans la relation, si je suis épargnant, je dépose de l'argent dans une banque, ma banque personnelle est à l'heure actuelle PNC Bank, quand je dépose de l'argent sur mon compte courant et sur mon saving account, cet argent-là va pouvoir être utilisé pour pouvoir faire d'autres prêts à d'autres personnes. Si j'avais utilisé une autre banque, ma banque actuelle n'aurait pas la possibilité de se leverager de cette manière-là. Donc, on pourrait simplement argumenter que comme ils sont juste intermédiaires dans la relation, ils vont tout simplement démultiplier, eux, leur rendement. Ils seront plus proches de 300% de rendement. Et en plus, on est dans un système de nos jours qu'on appelle de fractional banking, où pour chaque $de dépôt, la banque pourrait prêter non pas juste $1, mais 5, 10, 15. En 2008, c'était près de 35 $. On est plutôt revenu maintenant sur des leverages d'environ 10 à 15 $. Donc, si on multiplie encore une fois par 10 derrière, évidemment, il y a une gestion du cash phénoménale par les banques. Ce que je vous incite à essayer de développer stratégiquement, c'est de pouvoir créer votre propre banque familiale. Ça ne signifie pas qu'on va créer notre banque brick and mortar dans laquelle on va aller, mais de créer un système où vous avez un actif qui va jouer ce rôle de pouvoir mettre de l'argent de côté et qui va pouvoir également nous permettre de financer nos activités à rendement derrière. Et ainsi de squeezer un maximum la banque, qui, elle, se fait de l'argent sur notre dos, et ainsi de recapturer ce qu'on appelle en jargon financier le coût d'opportunité ou le time value of money, de pouvoir récupérer cette capacité de pouvoir mettre de l'argent de côté pour nous et notre famille et de financer nos activités à rendement derrière. Alors, dans toutes les analyses qu'on a pu faire de l'ensemble des actifs quasi mondiaux, en France, aux États-Unis, de nos possibilités, nous avons donc identifié le WALI, ce qu'on appelle Wealth Accumulation Life Insurance ou la Whole Life Insurance ici aux États-Unis, qui va jouer un rôle clé pour pouvoir créer comme sa propre banque familiale et d'être en position de force dans le cash flow système que l'on va pouvoir mettre en place. Alors, pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce cash value life insurance ou cette whole life insurance? C'est parce qu'il a près de 12 attributs qui va en faire l'instrument idéal pour jouer ce rôle-là, d'être beaucoup plus efficace dans nos finances. Alors, premièrement, il y a une assurance décès qui est attachée. Pourquoi c'est important? Pas forcément parce qu'on va pouvoir protéger la famille, qui est super, parce que si par exemple on met un contrat en place dès maintenant, on va pouvoir avoir 1 million, potentiellement 2-3 millions d'assurance décès immédiatement. En cas de décès demain, il y a un effet de levier énorme d'assurance décès pour protéger la famille, qui est super, et qui ne partira pas, puisque c'est à vie que cette assurance décès va être mise en place et va augmenter également avec la valeur du compte. Mais l'avantage également d'avoir cette assurance décès, c'est que c'est une des plus grandes niches fiscales ici aux États-Unis. Dès qu'on y pose $1, on va y parler dans quelques instants, mais dès qu'on y positionne $1, nous n'avons plus jamais d'imposition à la fois sur les rendements et l'utilisation du cash, et cela peu importe où nous sommes dans le monde. C'est une des plus grandes niches fiscales ici aux États-Unis, et c'est grâce au fait qu'il y ait une assurance décès attachée à l'instrument. Nous avons une liquidité et un contrôle de notre argent. Nous avons cette liquidité quand on a de l'argent, de ce qu'on appelle de l'épargne à l'intérieur de l'instrument, où nous avons ce contrôle et cette liquidité. Nous avons une croissance qui est garantie. Cet instrument ne peut pas avoir de rendement négatif. Il est garanti d'augmenter année après année. Il est non corrélé au marché financier immobilier. Il va notamment grandir par les garanties du contrat, mais également grâce aux dividendes annuels. Et nous allons aller avec une compagnie mutuelle d'assurance. C'est absolument fondamental que la compagnie soit mutuelle, puisque en tant que mutualiste, les gains générés par la compagnie sont redistribués en dividendes, et cela depuis plus de 160 ans, et ce qui fait grandir
ce type de contrat sur le long terme. Les taux de rendement attendus sont entre 3 et 5%, net de frais, net d'impôts, qui équivaut entre 4,5 et 6,5% équivalent. Ça nous permet de pouvoir mettre de l'argent qui va construire du patrimoine beaucoup plus rapidement que du cash à la banque, mais qui va pouvoir nous permettre de grandir cet argent-là tout en utilisant son argent. Une deuxième fois, on va le voir grâce à cet aspect collatéralisable. Donc, son expected return interne est de 3 à 5%. Il va grandir de manière exponentielle sans interruption, garantie d'augmenter. Des avantages fiscaux, parce que dès qu'on met $1 dedans, il n'y a plus jamais d'imposition. Donc, c'est l'argent après impôt, comme si on avait de l'argent à la banque. Mais dès qu'on l'a mis dedans, l'augmentation du contrat et l'utilisation du contrat va se faire sans imposition, qu'on reste aux États-Unis ou qu'on rentre en France ou peu importe dans le monde, on va ne plus avoir d'imposition sur ce type d'instrument-là. Assez intéressant, évidemment, d'un point de vue fiscal. Nous avons des limites élevées de contribution. C'est un contrat privé, personne n'a de regard dessus. On a la protection contre d'éventuels créditeurs ou banqueroute dans la majorité des États. On peut y ajouter des options en cas d'invalidité et ou en termes de problématiques de soins dépendance. Long-term care insurance, par exemple, on peut accéder à son assurance décès avant son décès pour faire face à ses frais de long-term care, que ce soit aux États-Unis ou en France. Ça continue à fonctionner même en France, dans les EHPAD, où on n'a pas obligé de déployer du patrimoine pour cela. On peut réduire l'assurance décès pour pouvoir payer pour ces frais de long-term care. Mais pour moi, l'aspect le plus intéressant de l'instrument, ce sont les 3 derniers points. C'est le fait qu'il soit collatéralisable, c'est le fait qu'on a des options avantageuses de prêt et également des options avantageuses de remboursement du prêt. C'est-à-dire que si on met en place ce type d'instrument juste pour le fait, je vais commencer par cette slide-là, si on met de l'argent dans son Wally juste pour pouvoir remplacer à la limite le cash ou même les obligations sur le marché financier, comme on a pu le voir, c'était la pire année du marché obligataire depuis 1842. Et il y a eu une grosse corrélation, malheureusement, cette année entre les actions et les obligations. Les obligations n'ont pas joué le rôle attendu de parachute au niveau du portefeuille. Le Wally, lui, joue un rôle indétrônable, puisque lui va continuer d'augmenter, même s'il y a une augmentation des taux d'intérêt, même s'il y a une baisse de marché, il lui continue à augmenter. Ce sera un très bon substitut également de la partie obligataire, la gestion du risque au niveau de son portefeuille, qui fait que plus on a les reins solides, plus on va pouvoir se permettre d'aller chercher du rendement dans les autres classes d'actifs, d'avoir moins besoin de la partie obligataire et ainsi de démultiplier potentiellement l'espoir de rendement sur les autres classes d'actifs. Parce que nous avons en actif un noyau solide au sein de la stratégie. Nous avons donc un taux de rendement soutenu, on parle de 3 à 5% net de frais, net d'impôts sur le long terme, une croissance qui est ininterrompue et exponentielle, et c'est ce qu'on appelle true compounded growth. S'il n'y a pas d'interruption, c'est toujours vers le haut pour le reste de notre vie. C'est ce qu'on appelle la vraie croissance composée. Très bon substitut à la fois du cash et des obligations sur le marché. Si on prenait cette décision patrimoniale que pour remplacer cela, ce serait déjà une très belle prise de décision patrimoniale. Mais là où ça commence à être d'autant plus intéressant, c'est dans ce système de cash flow optimisé. Je reviens, le graphique que vous voyez à l'écran, c'est exactement ce que je vous ai fait à l'écrit, dans l'ordre de mon graphique. On se lève le matin, on crée de la valeur patrimoniale. Au lieu de le mettre à la banque directement et après se poser la question où est-ce que je peux mettre mon cash, l'idée c'est de faire passer nos liquidités à travers cette cash value life insurance qui elle va augmenter de manière exponentielle pour le reste de notre vie à 3 à 5%, tax free, et on va utiliser à notre rythme, à n'importe quel moment, on n'est pas obligé d'attendre 59 ans et demi ou peu importe, à tout moment, on peut utiliser notre valeur de notre contrat, de notre épargne, soit en direct, ou bien avec un système plus optimisé, on va pouvoir mettre en place une ligne de crédit qu'on appelle une IBLOC, Insurance-Based Line of Credit. C'est un petit peu la même chose que mettre en place une ligne de crédit sur son bien immobilier qu'on appelle une HELOC. Cette fois-ci, l'actif collatéralisé et notre contrat d'assurance vie qui, lui, est garanti d'augmenter. Et on peut accéder à 95% de la valeur de notre épargne. Et cette valeur d'épargne, grâce à cette IBLOC, peut être utilisée, mais pour n'importe quelle raison. On peut simplement l'utiliser pour investir dans l'immobilier, et notamment pour le down payment, pour l'apport financier au niveau immobilier. Parce que normalement, d'un point de vue stratégique, un apport sur le marché immobilier ne se fait jamais en cash.
Parce que quand on fait l'apport en cash dans un bien immobilier, sur 20% par exemple d'apport, on va bloquer cet argent-là au sein du bien immobilier, qui fera son bonhomme de chemin, très bien, il va pouvoir à la fois avoir une augmentation de la valeur sur l'immobilier sur le long terme, c'est très bien, il va faire son bonhomme de chemin, mais il va jouer un seul rôle uniquement. Alors que si on le fait passer d'abord par son wali, qui va générer du 3 à 5% en permanence, et en parallèle, on utilise ce même dollar une deuxième fois pour l'apport sur le bien immobilier, donc par exemple c'est 20% d'apport ici, et qu'on prenne toujours un prêt immobilier ici, le mortgage, et ben on va pouvoir financer d'autant plus les biens immobiliers et faire travailler l'argent de quelqu'un d'autre pour notre propre patrimoine. Et ainsi, c'est le même dollar qui est utilisé pour être déposé ici qui va être utilisé une deuxième fois. Même dollar, deux fonctions minimales pour démultiplier la stratégie patrimoniale. Ça peut être investi pour sa propre entreprise ou même payer l'éducation des enfants et ainsi de suite. On peut utiliser cet argent pour n'importe quelle raison. Le coût d'emprunt à l'heure actuelle est proche des, on va dire, 3 à 4%. On a toujours à peu près un coût d'emprunt qui est quasiment équivalent au taux de rendement interne, mais on va bénéficier de l'effet de levier. On va pouvoir le voir ensemble. Donc ici, imaginons qu'on a du 3 à 5% ici de rendement, qu'on puisse générer par exemple du 7 à 8% ici, et qu'on a un coût d'emprunt de 3. Voilà. On fait les maths, on démultiplie la stratégie patrimoniale. Quand on a mis en place cela, voilà à quoi ça ressemblerait. On dépose notre argent dans notre Cash Value Life Insurance. Grâce à notre iBlock, on va faire l'apport dans un actif, tel qu'un bien immobilier, qui lui va être leveragé également avec le mortgage, qui va nous générer des cash flows. Ces cash flows nous permettent de faire grandir, de repayer déjà les intérêts et autres, mais de faire grandir notre Cash Value Life Insurance, qui elle va grandir et ainsi de suite. Et on va créer un énorme effet de levier à la fois à l'intérieur de la police, mais également à l'extérieur, puisque quand on a mis en place un bien, on peut en faire un deuxième, un troisième, un quatrième, et ainsi de suite. D'un point de vue visuel, voilà à quoi ça ressemble. Au lieu de faire un apport, par exemple, en cash, ici, l'apport en cash, généralement, se fait de 20% en cash. Et le problème, c'est que ce cash, maintenant, est bloqué dans le bien immobilier. Or, si on a pu constituer une trésorerie dans notre propre banque familiale, qu'on utilise ces 20% d'apport grâce à notre iBlock, qu'on va positionner ici à l'intérieur, on va en effet repayer notre prêt immobilier et notre iBlock, mais l'argent qui est positionné dans notre Wally, qui est constitué par la ligne verte, va, elle, continuer à augmenter de manière exponentielle, alors que si on avait fait l'apport en cash, on serait resté flat ici. Et c'est cette différentiel-là sur le long terme qui nous permet d'avoir des centaines de milliers de dollars en plus que si on était juste purement en cash. On a recapturé ce qu'on appelle le coût d'opportunité ou le time value of money. Okay. Si vous avez plus de questions là-dessus, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. On va passer à la question numéro 4, qui est comment se positionner stratégiquement pour être en position de force, même en cas de baisse des marchés financiers. Et on va voir comment cette Cash Value Life Insurance peut jouer un rôle clé et majeur dans, un, la réduction du risque, et deuxièmement, le fait d'être en position de force pour potentiellement tirer avantage d'opportunités quand elles se présentent. Pour ce faire, je vais faire un graphique pour illustrer mon point. Alors, l'idée, c'est de mettre en place une stratégie qu'on appelle à 2 vitesses. Alors, cette première vitesse, c'est la vitesse qu'on a vue avant. Pour nous, il n'y a que 2 manières de créer la valeur patrimoniale exponentielle. C'est un, ownership and real estate. Donc, je mettrai le marché financier et l'immobilier. Je les mets dans le même panier, non pas parce que ce sont les mêmes classes d'actifs, mais parce que pour nous, il n'y a que 2 manières de créer la valeur patrimoniale. L'objectif minimum de rendement à long terme est de 7 à 8%. Si nous n'avons pas l'objectif de générer du 7 à 8% dans ces classes d'actifs, ça ne sert à rien de positionner notre argent dans ces classes d'actifs-là, parce que d'autres classes d'actifs peuvent faire l'affaire. On vient de parler du Wally. 3 à 5%, équivalent 4,5 à 6,5% de rendement équivalent sans prise de risque de marché financier immobilier. Ça ne sert à rien d'aller chercher le marché financier immobilier si on est dans des montants de potentiel rendement équivalent sans prendre le risque. Donc, si on est confortable d'aller chercher ce risque-là, il s'agit d'aller chercher du rendement pour le faire. L'objectif, lui, est linéaire, mais comme vous pouvez le voir sur mon graphique, j'ai mis des vagues, parce que ça fait maintenant 35 ans qu'on est dans ce qu'on appelle le new normal. On est dans une économie d'expansion, crash, expansion, crash, et ainsi de suite.
Nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle, en 2022, une phase où nous sommes dans un creux. Le marché est entre moins 20 et moins 25% de ses plus hauts au 1er janvier. Voilà, on a des hauts, on a des bas, mais sur le long terme, on sera gagnant. La problématique de l'Américain moyen, c'est qu'il est généralement fullement investi. Il est investi à la fois, il maximise son 401k, et puis après, il va acheter de l'immobilier, essayer de repayer le plus rapidement son bien immobilier. Et puis plus il va se rapprocher de la retraite, de cette zone fatidique qui sont les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, cette zone de 10 ans, qui est la zone la plus dangereuse de toute la planification financière, parce que s'il arrivait quoi que ce soit, un crash du marché financier immobilier dans cette zone-là, tout ce qu'on a pu accumuler et accomplir dans toute notre phase d'accumulation peut être annihilé en termes d'objectifs de garder notre style de vie et notre stabilité pour le reste de notre vie. Et c'est pour cela que, à l'inverse, je dirais que l'Américain moyen qui va être fullement investi au marché financier immobilier, il s'agira d'avoir cette deuxième vitesse qui va nous permettre à la fois de gérer le risque de manière optimale, d'être serein et de tirer avantage d'opportunités quand elles arrivent. Donc, je prends l'exemple de l'Américain moyen qui avait par exemple 300 000 $ en 2007-2008. Le marché s'effondre, il perd 57%. Cette personne est diversifiée, ne perd que 33% de manière latente, se retrouve avec 200 000 $. Stratégiquement parlant, il ne faut surtout pas sortir maintenant, sinon on ne va pas tirer avantage du rebond qui va suivre plus tard. Il s'agit de rester investi. La problématique entre 2007 et 2017, c'est ce qu'on appelle ça de lost decade. Et les gens ont perdu 10 ans d'investissement et potentiellement n'ayez pas le temps d'attendre entre 60, si vous avez 63 ans et que vous allez attendre 73 ans pour être en position de force, bah malheureusement, ce sont les années les plus riches de votre retraite. C'est là où normalement vous devriez dépenser un maximum d'argent, parce que vous avez encore la vitalité, la santé potentiellement pour pouvoir jouir un maximum de votre retraite, mais malheureusement, cette personne était en position de difficulté dans des moments absolument fondamentaux. L'idée et l'objectif, c'est de pouvoir avoir cette deuxième vitesse qui, elle, est non corrélée au marché financier immobilier, qui va nous permettre à la fois de gérer le risque de manière optimale, mais également de tirer avantage d'opportunités. Un actif qui est simple à comprendre, c'est d'avoir du cash à la banque. Nous avons du cash, il est liquide, il est là, on va pouvoir le mettre au travail. La problématique du cash, elle est double. Premièrement, avec l'inflation, on perd en pouvoir d'achat tous les jours, surtout avec l'inflation qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Et deuxièmement, quand on a du cash à la banque, je pense que vous l'avez maintenant bien compris, qui gagne de l'argent sur notre dos? C'est la banque. Et l'idée, c'est vraiment de la squeezer un maximum pour faire en sorte que notre argent puisse fonctionner pour nous et notre famille. Et c'est là où notamment le Wally, ce Cash Value Life Insurance, va rentrer en jeu, puisqu'on va pouvoir générer un rendement supérieur à l'inflation. On va être entre les 3 et 5% à l'actuel, net de frais, net d'impôts, qui va nous permettre de constituer cette trésorerie-là. Et si par exemple nous avons 150 000 $ de cash et Wally ici, rien ne nous empêche, quand il y a des opportunités d'investissement, qui est une baisse de marché, ça signifierait que si on achète des actifs dans un creux de marché, nous achetons plus d'actions avec un montant donné. Et ainsi, rien ne nous empêche de mettre au travail, par exemple, 100 000 $ ici pour tirer avantage de ce qui se passe sur les marchés dans un creux. Évidemment, si on se pose la question quand est-ce qu'est le moment le plus opportun pour tirer avantage de cette opportunité de marché, c'est-à-dire le creux le plus bas du marché, la réponse à cette question, c'est j'en ai aucune idée. Je n'en sais rien, vous n'en savez rien, personne n'en sait rien, les marchés n'en savent rien non plus, sinon ils auraient déjà pricé cette information et le marché serait déjà en rebond. Mais nous, en tant que conseiller financier, il faut savoir qu'on suit au quotidien une vingtaine d'indicateurs et que nous nous focalisons sur 7 indicateurs en phase de forte volatilité à la baisse, qui, quand ces indicateurs se repositionnent, sont de plus en plus positifs, ça va être, nous, le signal pour se repositionner l'achat. On ne va pas mettre 100 000 $ d'un coup, parce que ce serait du guesswork, mais à ce titre, on mettrait en place une stratégie qu'on appelle de dollar cost averaging, où on mettrait, par exemple, 10 000 $ par mois sur les 10 prochains mois, et ainsi d'avoir cette moyenne de ces 10 mois, d'être très bien positionné pour le rebond qui suivra, et ainsi de pouvoir revenir sur nos pieds beaucoup plus rapidement, de replacer nos liquidités au chaud et ainsi de tirer avantage de l'expansion de marché qui va suivre, qui suit généralement tout crash de marché. Ce qui s'est passé entre 2010 et 2020, ou même 2022, le marché a été phénoménal, hein, il a généré plus de 10% par an sans avoir besoin de battre le marché. Il s'agissait tout simplement d'être investi. Donc, tout simplement, pour conclure là-dessus, si on utilise ces deux classes d'actifs sur le long terme, on aura tout simplement la moyenne pondérée de ces deux rendements-là, alors que si on les utilise de manière proactive, à chaque fois qu'il y a des opportunités d'investissement, eh ben, très probablement, on en prend déjà beaucoup moins de risques et on pourra générer plus de rendement. C'est exactement ce que l'on recherche, moins de risques, plus de rendement dans une stratégie patrimoniale. C'est cette stratégie à deux vitesses qui va vous permettre d'être toujours confiant et toujours en position de force.
Voici en quelques mots, durant cette slide, à quoi ressemblerait en fait un dollar cost averaging avec une hausse et une baisse de marché. On voit que l'average cost d'acquérir une action serait plus proche des 19,44 $, alors que si on avait acheté directement à un instant T à 25 $, ça nous permet de lisser notre rentrée sur le marché. On n'est pas obligé de faire du guesswork, on n'est pas obligé de savoir quel est le plus bas. Il s'agit de commencer à se repositionner quand nos indicateurs nous disent que c'est un bon moment pour pouvoir s'y pencher. Et je vous invite à finir par la dernière question avant que je puisse pouvoir potentiellement répondre aux vôtres. La question numéro 5, comment une approche holistique de la planification financière pourrait-elle vous aider à augmenter vos revenus de retraite? Alors évidemment, augmenter vos revenus de retraite, il s'agirait de le faire en prenant moins de risques. Sinon, évidemment, tout le monde peut prendre plus de risques pour augmenter les revenus, mais évidemment, avec un risque de se retrouver en difficulté. Là, ce que je vous propose de regarder ensemble aujourd'hui et de répondre à cette question 5, c'est de voir comment est-ce qu'on peut générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques, tout en assurant sa succession. Et c'est cette stratégie-là, ce qu'on appelle le bucketing, qui va nous permettre de le faire. On va regarder ça ensemble et comment un contrat d'assurance vie à l'américaine va pouvoir nous aider à être dans une bien meilleure position à la fois en phase d'accumulation qu'on a vu, mais également et surtout en phase de retraite. Et ça se prépare le plus tôt possible. Peu importe l'âge que vous avez à l'heure actuelle, si vous avez moins de 81 ans, il n'est pas trop tard pour pouvoir commencer une stratégie telle qu'elle va être présentée dans cette question numéro 5. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une stratégie patrimoniale classique? Je dis classique parce que c'est généralement une stratégie dans laquelle nous avons tous été éduqués d'une certaine manière. La réalité, c'est que dans le système éducatif français ou même international, il n'y a pas vraiment d'éducation financière. On apprend les maths, la géographie, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'éducation financière. Mais on va, de manière un petit peu communément, on va faire grandir du patrimoine en phase d'accumulation. On va épargner, on va essayer de trouver des solutions patrimoniales pour faire grandir notre valeur de patrimoine, on va diversifier. Le jour où on arrive à la retraite, on va essayer de vivre des revenus du patrimoine, en plus des revenus garantis, la sécurité sociale française, américaine, mais de faire en sorte d'avoir des revenus qui vont tomber grâce à notre valeur de patrimoine accumulée. Et le jour de notre décès, ce qui restera passera à la génération future. Je pense que vous me suivez un petit peu dans l'idée d'accumulation de richesse, de vivre des revenus du patrimoine et après de le laisser ce qui restera. Pourquoi est-ce qu'on met en place ce type de stratégie-là? C'est à cause notamment de la longévité. On a la chance et l'opportunité de vivre potentiellement une longue vie à la retraite, qui n'était pas le cas pour nos arrière-grands-parents qui vivaient peut-être 1 ou 2 ans à la retraite. Et à cause de l'espérance de vie, n'avaient vraiment pas de possibilité d'être tranquille et de voir les choses venir et de faire en sorte que leur patrimoine puisse jouer un rôle clé dans de leur retraite. Et maintenant, on a potentiellement la chance et l'opportunité de vivre non pas que 10 ans, mais 15, 20, 30, 40 ans, voire plus, à la retraite. Et ainsi, il va falloir faire en sorte que notre patrimoine puisse nous générer des revenus pour le reste de notre vie. Donc, dans une stratégie perspective purement à la française, c'est l'idée de garder son patrimoine intact, par exemple avoir investi dans l'immobilier, de garder notre patrimoine immobilier, de vivre des intérêts, des revenus générés par l'immobilier pour faire face à l'inflation un petit peu, d'augmenter les loyers chaque année pour faire face à l'inflation et de mettre en place une stratégie où on garde le capital intact et on vit des intérêts, des revenus générés. La problématique de cette stratégie-là, c'est que si le but du jeu, c'est de garder le style de vie, malheureusement, cette stratégie est vouée à l'échec. Elle est vaine. Je peux croiser les doigts autant que je veux pour mes parents qui sont, eux, restés en France et qui n'ont pas d'autre alternative, parce que la réalité, c'est que cette stratégie-là est la meilleure stratégie patrimoniale à mettre en place en France. Mais la problématique, c'est que si le but du jeu, c'est de garder le style de vie, c'est quasi impossible. Ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, quand on arrivera à la retraite, on va faire face à une vingtaine de risques qui va mettre tellement de pression au quotidien que ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie. Je ne vais pas faire l'ensemble des 20, mais je vais mettre en exergue les 4 premiers, les 4 majeurs qui vont mettre à mal cette stratégie-là. Premièrement, c'est la longévité. On l'a vu ensemble. En effet, on veut faire face à ce risque-là. Et à ce titre, plus on va avoir d'années de vie, d'espérance de vie, et plus ça va être un coefficient multiplicateur de tous les autres risques. Deuxièmement, c'est l'inflation. On est en train de la vivre en ce moment. À chaque fois qu'il y a de l'inflation, on a intérêt à faire face à l'inflation, sinon on va perdre en pouvoir d'achat. Troisièmement, c'est la fiscalité. Il faut savoir qu'on est dans un bas historique aux États-Unis au niveau de l'imposition fédérale. Nous sommes à 37% au taux marginal supérieur. Il y a 3 ans, on était encore à 39,6%.
Dans les années 70, on était à 70%, et dans les années 30-40, on était à 93%. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain montant de revenus, pour chaque dollar de revenus gagnés, 93% partaient en fiscalité fédérale aux États-Unis. Hein, je ne parle pas d'un pays communiste ou quoi que ce soit. Je parle des États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes à 37% en taux marginal supérieur. C'est le plus bas que nous avons vu depuis des décennies. On s'attendrait potentiellement, dans les décennies à venir, avec l'augmentation faramineuse de la dette notamment, une augmentation de l'imposition et évidemment de notre net et de notre capacité à garder le style de vie. Donc, la fiscalité, évidemment, est à prendre en considération. Une diversification de la construction stratégique de vos actifs va être clé. D'avoir des actifs qui sont, eux, déférés fiscalement, d'autres actifs sur lesquels on va payer les impôts tous les ans, et d'autres actifs qui ne sont plus jamais fiscalisés, notamment votre cash value life insurance. Une diversification fiscale fait que vous serez beaucoup plus en position de force. Il s'agira de prendre ça en considération. Et dernièrement, c'est la volatilité, c'est le risque en lui-même de pouvoir générer ces revenus-là. Premièrement, c'est l'ordre des rendements. On l'a vu ensemble, la zone la plus dangereuse de la planification financière, ce sont les 10 ans. 5 ans avant, 5 ans après la retraite, cette zone de 10 ans. S'il arrive quoi que ce soit dans cette zone-là, tout ce qu'on a pu accumuler sera impacté négativement pour le reste de notre vie. Si on a un crash du marché financier à l'âge de 93 ans, aura beaucoup moins d'impact qu'un crash du marché financier à l'âge de 63 ans. Et donc, la question à se poser, comment est-ce que je peux être en position de force, peu importe s'il y aura un crash à l'âge de 63 ans, 73 ou 90, etc. Il s'agit de toujours être en position de force. On a déjà répondu avec une petite partie, en phase d'accumulation avec une stratégie à 2 vitesses. On va voir également comment on pourra le gérer à la retraite. Et dernièrement, c'est le risque en lui-même de générer du revenu. On a cette compagnie de recherche en investissement qui s'appelle Morningstar, qui a fait un sujet de recherche, un white paper, qui s'est posé la question à quel type de rendement, à quel type de revenus puis-je générer de mes actifs financiers pour avoir un certain pourcentage de succès financier. Et ils sont arrivés à la conclusion, étant donné la volatilité des marchés financiers actuels, qu'il ne faudrait pas prendre plus de 2,81% de revenus de ces actifs financiers pour avoir 99% de chances de succès. C'est-à-dire que sur nos revenus financiers, si on a $1 million, il ne faudrait pas prendre plus de 2,80, c'est-à-dire 28 100 $ de nos actifs financiers pour, selon la volatilité des marchés, d'avoir 99% de chances que ça va fonctionner. On pourra continuer à faire cela pour le reste de notre vie. Évidemment, si on augmente les revenus, ça va mettre beaucoup plus de pression sur la possibilité, sur la probabilité de succès de notre stratégie. Parce que plus on tire de cash, plus ça va être difficile to sustain the model. Et donc, il faut savoir que selon ce white paper, si on prend que 5% de son capital, donc par exemple 50 000 pour chaque $1 million qu'on mettrait de côté, la probabilité de succès descend à 70%. Et si demain je vous dis que vous avez un vol pour Paris et que vous avez 70% de chance d'arriver à destination, est-ce que vous prenez le vol ? C'est exactement cela la problématique de la planification financière. Est-ce que je vais prendre plus de risques en phase d'accumulation pour accumuler plus d'argent, pour être beaucoup plus, j'ai envie de dire, sécurisé et prendre moins de revenus à la retraite pour augmenter ma probabilité de succès? Ou à l'inverse, je vais peut-être moins mettre d'argent de côté et prendre plus de risques à la retraite et avoir augmenté la probabilité de me retrouver en situation de difficulté, sans argent. Et c'est évidemment ce qui serait la solution la plus catastrophique derrière. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. L'avantage que nous avons d'être résident fiscal américain fait qu'on va pouvoir tacler ces 4 risques majeurs. Je n'ai pas pris en considération les 15 autres risques, tels que l'augmentation des coûts de la santé, etc. Mais on va pouvoir changer la donne stratégiquement. Et on va pouvoir à la fois tacler ces 4 risques majeurs, puis l'ensemble également des autres 15, pour réduire le risque tout en maximisant le rendement. Voilà l'opportunité que nous avons. Nous sommes résidents fiscaux américains aujourd'hui. Peu importe où on sera à l'avenir, on peut partir dans 2 mois, dans 2 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ou passer sa vie à la retraite en France, ou peu importe. Le fait que nous soyons résidents fiscaux américains aujourd'hui nous ouvre des opportunités patrimoniales de positionner ces actifs de la manière la plus optimale possible pour qu'à terme, nous puissions générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession. Et on va voir exactement comment on va pouvoir mettre en place ce type de stratégie. La solution, c'est simplement, au lieu de rester dans une stratégie dite à la française, ce qu'on appelle en anglais probability-based, c'est le nom, le jargon scientifique de la stratégie à la française, qu'on appelle probability-based. Il s'agit de complémenter cette stratégie de base à la française
avec une stratégie à la fois de flooring et une stratégie de bucketing. La combinaison de ces trois stratégies fait qu'on va pouvoir être en position de force en permanence, quelles que soient les implications externes à la planification. Premièrement, expliquons la stratégie de flooring. C'est la réalisation que dans notre vie, nous avons deux types de dépenses. Nous avons les dépenses dites de base et les dépenses dites discrétionnaires. Nous avons tous un chiffre sur lequel on se sent confortable. Ça peut être 2 000 $ par mois, 4 000 $ par mois, 10 000 $ par mois, peu importe. C'est notre chiffre à nous sur lequel, si on a ce montant d'argent qui rentre tous les mois, on peut souffler, on peut voir venir. Quel que soit le montant là, on a tous un montant sur lequel, si j'ai 8 000 $ par mois qui rentrent, c'est bon, mes dépenses de base sont réglées. S'il y a un peu plus d'argent qui rentre, maintenant, je vais pouvoir aller au restaurant, voyager, rentrer en France, etc. Si on peut faire en sorte, quand on part à la retraite, qu'on a des revenus garantis pour le reste de notre vie, pour nos dépenses de base, on aura comblé ce qu'on appelle ce paycheck. On va avoir ce paycheck pour le reste de notre vie. On va voir dans une slide suivante quelles sont les 5 manières, les 5 sources de revenus garantis pour le reste de notre vie pour nos dépenses de base. Si on arrive à déjà mettre ça en place pour nos dépenses de base, maintenant, il ne nous reste que l'aspect qu'on appelle paycheck, l'aspect fun money, et qui va être mis en place. Le reste de notre patrimoine va être dédié à une stratégie qu'on appelle de bucketing. Et bucketing, c'est la réalisation que la retraite n'est en fait pas qu'une seule phase. Parce que généralement, quand on pense à la retraite, on se dit je travaille durant ma vie, j'ai une phase d'accumulation et j'ai également une phase de retraite. Je vais prendre ma retraite. Et on s'imagine un petit peu la retraite, mais c'est qu'une seule phase. Mais la réalité, c'est qu'on va généralement passer par 3 phases à la retraite. La première phase, c'est ce que j'appelle les go-go years. C'est-à-dire que premièrement, on a la vitalité, on a la santé, on a les enfants, les petits-enfants, on souhaite voyager, on souhaite en profiter un maximum. Et je touche du bois, j'espère que cette période va durer le plus longtemps possible, parce que c'est généralement lié à la santé et notre capacité de pouvoir faire des choses. Et à ce titre, c'est là où on aura potentiellement le besoin le plus d'argent possible pour pouvoir garder ce style de vie, ou en tout cas maintenir ce style de vie qu'on souhaite avoir un maximum. Puis malheureusement, on va passer par cette deuxième phase qu'on appelle les slow go years. On va perdre un petit peu en mobilité, en motricité, on va commencer à moins se déplacer, on va se replonger dans les livres ou dans Netflix et dépenser un peu moins d'argent. Et enfin, malheureusement, c'est la dernière phase et étape de notre vie, ce qu'on appelle les no-go years. Les pépins de santé vont se développer, on va commencer à être alité, les dépenses liées à la santé vont augmenter de manière exponentielle et donc, dans ces 3 phases-là, c'est ce qu'on appelle la courbe du sourire au niveau des dépenses. On va d'abord dépenser pas mal d'argent pour soutenir ce style de vie, puis un peu moins d'argent pour les slow years et plus d'argent à nouveau dans les dernières phases de notre vie à cause des dépenses de santé. Donc, c'est comme si c'était une courbe du sourire au niveau des dépenses. Et donc, il s'agirait, stratégiquement parlant, de dédier certains actifs à certaines phases de vie pour pouvoir démultiplier ses revenus de retraite. Si par exemple, on peut faire en sorte que la partie slow go, no go est taken care of, j'ai assez d'argent pour tranquillement finir mes vieux jours et pour la succession, potentiellement, et bien maintenant, je vais avoir un nombre d'années défini, avec un montant d'argent défini, que je vais pouvoir me permettre de dépenser à la fois le capital et les intérêts, parce que je sais que quand j'aurai fini cette première période, j'ai de l'argent qui m'attend derrière, qui est garanti d'être là, sur lequel je peux compter, et qui a potentiellement même un effet de levier pour la génération future avec des avantages fiscaux. On va voir ensemble comment on va pouvoir mettre cela ensemble. Avant que je passe à ce graphique final, faisons juste un point sur les 5 sources de revenus pour cet aspect de flooring. Les revenus garantis à la retraite. Il y a 5 sources. La sécurité sociale française, la sécurité sociale américaine, ou les autres sécurités sociales d'autres pays dans lesquels vous avez travaillé. Troisièmement, les complémentaires de retraite, si vous avez été cadre, Agir, Carco, etc. Quatrièmement, si vous avez la chance, par exemple, aux États-Unis, d'être dans une compagnie qui a des pensions pour vous. Il faut savoir que dans les années 60, 60% des compagnies avaient une pension pour leurs employés. Maintenant, il ne en reste plus que 13%. Si vous êtes toujours dans ces 13%, vous avez la chance d'avoir un revenu garanti pour vous plus tard. Et dernièrement, c'est ce qu'on appelle des annuities ici aux États-Unis. Ce sont des rentes privées, privatisées qu'on peut mettre en place avec du capital. Par exemple, les anciens 401k que nous avons, on peut les transférer vers un IRA, un Individual Retirement Account, et y placer des instruments de revenus garantis pour le reste de notre vie. La combinaison de ces 5 sources va faire en sorte que vous avez des revenus garantis à vie pour vos dépenses de base. Et vous vous sentir confortable toute votre vie, quoi qu'il arrive, quelle que soit
les implications externes à votre planification financière, vous aurez toujours ces 8 000 ou 10 000 ou 15 000 $ par mois qui rentreront pour le reste de votre vie. Et maintenant, on va voir comment va s'articuler la stratégie globale, à la fois la stratégie de probability-based, de bucketing et de flooring, et ainsi d'être en position de force. Alors pour ce faire, je vais faire un graphique pour illustrer mon point. Et on va finir là-dessus, et je vais ouvrir évidemment le champ à vos questions avec grand plaisir. Alors, pour ce faire, il s'agit de pouvoir prendre un certain nombre d'hypothèses, de variables qui sont aléatoires, mais peu importe ce que je vais assumer, puisque l'objectif de ma présentation, c'est de vous prouver qu'il y a une stratégie qui est plus forte qu'une autre. Et ainsi, il faut que je puisse prendre exactement les mêmes éléments, apples to apples, pour prouver mon point. Donc, je vais assumer que quelqu'un prenne sa retraite à un moment donné, 65 ans, ça peut être 60, 55, 70, peu importe, à un moment donné, et que cette personne a accumulé un certain montant de patrimoine, peu importe. Ça correspond à 100% du patrimoine. Ça peut être, par exemple, 1 million de $, qui, lui, va être diversifié dans l'immobilier, dans la 401k, dans des investissements financiers, dans son business, d'avoir du cash à la banque, etc. On est diversifié, on a créé son patrimoine, on est dans une stratégie à la française, on va essayer de garder le patrimoine le plus sûr possible, vivre des intérêts. Je vais assumer, par exemple, 5%. On avait dit que c'était plutôt élevé. Je vais assumer 5, brut. On va payer de l'impôt dessus, on va dire 20% d'impôt. Et donc, 20% d'impôt, ça veut dire qu'on a du 4% net. Et donc, 1 million à 4% net, ça nous fait 40 000 $ de revenus qu'on va pouvoir générer de nos intérêts sur notre patrimoine. Et on a vu les problématiques majeures. Hein. Je vais juste refaire un petit point là-dessus ensemble. Quelles sont les problématiques majeures? C'est 1, la longévité. 2, la taxation. 3, l'inflation. Et 4, le risque en lui-même. Et à cause de ces 4 risques majeurs, ça va être extrêmement compliqué de garder sa stratégie, qu'elle soit efficace pour le reste de notre vie. Alors l'alternative, et voilà ce qu'on va pouvoir mettre en place pour être dans une situation beaucoup plus optimale, c'est de faire en sorte que, au lieu d'avoir 1 million de $ ici, l'idée c'est d'avoir que 800 000 $ et d'avoir un autre actif ici de 200 000 $ qu'on aura pu mettre en place durant notre phase d'accumulation et qui va nous permettre de pouvoir accumuler de l'argent de manière garantie sur le long terme, non corrélé au marché financier et immobilier. Et cet actif, nous l'avons vu ensemble. C'est notre Wally, c'est notre Cash Value Life Insurance qui a les garanties d'augmenter avec des rendements de 3 à 5% sur le long terme. Et en plus de ça, il y a une assurance décès. Donc si par exemple on avait 200 000 $ de cash value, ce qu'on appelle cash value, on aurait à peu près 500 000 $ de death benefit. C'est-à-dire que si on décédait à l'âge de 65 ans, ce serait 500 000 $ pour nos bénéficiaires, en plus des 800 000 autres dollars de notre patrimoine qui passerait à la génération future ou à notre époux ou une épouse. Et cette assurance décès va également augmenter de manière exponentielle. Ces courbes se rejoignent à l'âge de 100 ans. Ça continue d'augmenter à 3 à 5% ici, mais il n'y a plus d'effet de levier au-delà de 100 ans. Cette death benefit sera toujours supérieur ou égal à notre épargne qui va passer à la génération future. Donc, stratégiquement parlant, si on ne touche pas à cet actif, on peut le toucher, il est liquide, cette cash value, on peut l'utiliser pour n'importe quelle raison, on l'a vu ensemble, réinvestir dans l'immobilier, etc. Mais si stratégiquement on n'y touche pas sur les 20 premières années, entre 65 et 85 ans, petit à petit, à 3 à 5%, ces 200 000 $ vont se transformer doucement et sûrement en 550 000 $. Et le death benefit sera plus proche des 750 000 $. Comme j'ai la garantie d'avoir de l'argent plus tard, ici, 550 000 $, pour finir tranquillement mes vieux jours, et en cas de décès, je laisse 750 000 $ tax-free au lieu de potentiellement 1 million de $ taxables, je vais avoir la liberté d'esprit, de par le fait que 85 ans plus, I'm taking care of, j'ai aucun problème. Maintenant, mes 800 000 $ restants ici, je peux les garder le plus sûr possible et juste vivre des intérêts. Je peux toujours le faire. Mais maintenant, j'ai ce qu'on appelle de permission slip. J'ai la permission stratégique de pouvoir dépenser à la fois le capital et les intérêts de ces 800 000 $. Parce que même si je dépense l'ensemble de mes autres actifs, il me reste 550 000 $ tax-free à l'âge de 85 ans pour tranquillement finir mes vieux jours. Et en cas de décès, je laisse 750 000 $ tax-free. Donc maintenant, si je peux maintenant dépenser mes 800 000 $, faisons les maths. Si par exemple, je prends 800 000 $ que je divise sur 20 ans, juste du capital, 800 000 $ divisé par 20, ça veut dire que je prends 40 000 $ par an de mon capital,
plus je prends les intérêts. J'ai assumé que mon patrimoine puisse me générer du 4% net. Donc la première année, 4% de 800 000 $, ça me fait 32 000 $ d'intérêt. Pour un total de 72 000 $ de revenus, comparé à 40 000. Sur 20 ans, ça fait 40 à 60% de revenus supplémentaires à une stratégie classique. Et ainsi, j'ai complètement pu annihiler cette problématique de l'inflation. Comme j'ai généré plus de revenus, j'ai complètement annihilé l'inflation de par le fait que je suis en position de force dans le montant de revenus que je vais pouvoir dépenser et surtout dans la phase la plus importante, nos go-go years. Quand on veut vraiment, quand on a la capacité de dépenser cet argent, d'aller se voyager, de se permettre un petit peu des choses qu'on a toujours voulu pouvoir accomplir un jour, qu'on n'avait peut-être pas le temps durant notre carrière de pouvoir faire dans ces moments les plus importants qui sont les débuts de notre retraite. Nous avons maintenant la permission de pouvoir le faire. Deuxièmement, parlons de la fiscalité. Dans la stratégie numéro 1, la différence entre 50 000 et 40 000, on aura payé 10 000 $ d'impôts pour le reste de notre vie. Alors que dans la stratégie numéro 2, je n'ai que 800 000 $ qui est taxable. Donc la première année, je vais payer que 8 000. Puis après 10 ans, j'ai plus que la moitié, donc j'ai payé que 4 000. Et après 20 ans, j'ai plus d'impôts à payer puisque j'ai plus d'actifs taxables. Et il me restera plus qu'un actif qui, lui, est défiscalisé. Donc si je fais les maths, dans la première stratégie, 20 fois 40 000, j'aurais payé 800 000 $ d'impôts sur 20 ans. Alors que la stratégie numéro 2, excusez-moi, je me suis trompé. On parlait donc de 10 000 $, donc 20 fois 10 000 $, j'aurais payé 200 000 $ d'impôts. Alors que la stratégie numéro 2, il faut que je fasse 20 fois la moyenne, 20 fois 4 000, ça fait 80 000. La différence entre 200 000 et 80 000, c'est que j'ai réduit de 60% l'impact fiscal sur les 20 premières années. Et si je suis encore en vie à 85 ans, la stratégie numéro 1, je vais continuer à payer 10 000 $ d'impôts pour le reste de ma vie, alors que la stratégie numéro 2, je ne vais plus jamais sortir $1, puisque je n'ai plus d'actifs qui, eux, sont taxables, peu importe où je me trouve, peu importe où mes actifs se trouvent également, qu'ils soient en France, aux États-Unis. Quand je vais dépenser le capital et les intérêts, je n'ai plus de revenus, je ne paye plus d'impôts, et je me retrouve avec des actifs qui sont, eux, défiscalisés. J'ai petit à petit taclé la problématique de la taxation. Et enfin, c'est le risque en lui-même. Petit à petit, déjà, au lieu d'avoir 100% un risque, je n'ai que 80 risques comparé à 100. Et les premiers actifs que je vais dépenser ici, c'est mes actifs les plus risqués. Mes stock options, mes actions, mes obligations, mon immobilier, etc. pour me retrouver dans une situation complètement sécurisée. Donc, petit à petit, j'ai également réduit le risque de la stratégie. Donc, qu'est-ce que j'ai pu accomplir avec cela ? 1, j'ai généré plus de revenus. 2, j'ai payé moins d'impôts. Et 3, j'ai réduit le risque de ma stratégie tout en assurant ma succession derrière de par l'effet de levier de l'assurance décès. C'est évidemment cette stratégie de bucketing qui m'a permis de pouvoir le faire. Et évidemment, le dernier point, je vais un petit peu complexifier ce graphique déjà très complexe, mais c'est juste pour finir la discussion. Au lieu d'avoir 800 000 $ ici, l'idée c'est d'avoir que 600 000 $ et on va utiliser ce flooring. Donc si on rajoute 200 000 $ ici, dans ce qu'on appelle les annuities, dont on a discuté ensemble, si on assume qu'on peut générer, et en ce moment on a accès à ce type d'instrument-là, on peut avoir du 6% garanti à vie sur le reste de notre vie à partir de 65 ans. 6% de 200 000 $, ça nous fait 12 000 $ par an, donc 1 000 $ par mois, plus disons les 35 000 $ qu'on va générer de la sécurité sociale française et américaine. Ça veut dire qu'on a 47 000 $ par an, environ 4 000 $ par mois, garantis pour le reste de notre vie. Si 4 000 $, c'est le chiffre sur lequel on est confortable d'avoir pour le reste de notre vie, on a ce paycheck, on a nos revenus garantis pour le reste de notre vie. Maintenant, on a 600 000 $ qui est notre fun money, juste pour les voyages, pour les enfants, les petits-enfants qu'on pourra dépenser à notre rythme sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et quand on aura tout dépensé, il nous reste 550 000 $ tax-free au-delà de notre 4 000 $ de revenus garantis pour finir tranquillement nos vieux jours. Et on a l'effet de levier de l'assurance décès derrière. Je ne vais pas rester trop longtemps sur cette slide puisque ça commence à être de l'art contemporain, mais j'espère que vous avez pu me suivre dans mon discours. C'est la combinaison à la fois de la stratégie de probability-based, de flooring et de bucketing qui va vous permettre d'être en position de force le jour où vous partirez à la retraite et ainsi de pouvoir avoir le style de vie, l'indépendance financière que potentiellement vous recherchez dans votre stratégie patrimoniale. Je vais conclure sur notre présentation d'aujourd'hui. Voilà ce que l'assurance vie américaine peut vous aider à accomplir. Premièrement, c'est de protéger votre famille de manière optimale. L'avantage de l'assurance vie à l'américaine, c'est que vous décidiez le lendemain d'avoir mis en place votre contrat, vous avez un énorme effet de levier qui arrivera en capital
à votre famille, votre conjointe, vos enfants, la génération future, les petits-enfants. Et donc, vous protégez votre famille, quoi qu'il arrive. Deuxièmement, vous allez pouvoir vous constituer un patrimoine de manière fiscalement avantageuse. Dès que vous mettez $1 dedans, vous n'aurez plus jamais d'imposition derrière au niveau de l'utilisation de votre cash, peu importe où vous êtes dans le monde. Mais également, il y a des avantages fiscaux énormes lors de la succession, que vous restiez aux États-Unis ou que vous rentrez en France. Il faut savoir que la partie death benefit, qui serait au-delà de la partie cash value lors du décès, reste défiscalisée même du côté français. C'est énorme, énorme. Le point numéro 3, c'est de minimiser le risque global de votre stratégie financière. On l'a discuté à maintes reprises, à la fois en phase d'accumulation, parce que vous avez moins d'argent à risque, non corrélé au marché financier immobilier, mais vous avez toujours votre gun qui est chargé, prêt à être dégainé pour tirer avantage d'opportunités financières. Mais également à la retraite, comme vous avez la garantie d'avoir un actif qui est là plus tard, vous pouvez compter dessus, vous pouvez mettre en place une stratégie beaucoup plus proactive pour pouvoir générer plus de revenus. Quatrièmement, vous allez pouvoir utiliser votre épargne proactivement tout au long de votre vie. C'est de l'épargne qui est liquide, que vous pouvez utiliser parce que vous avez besoin de faire face à des dépenses, que ce soit l'éducation des enfants, de pouvoir vous leverager potentiellement si vous le souhaitez, pour faire de l'immobilier derrière, d'autres classes d'actifs, pour avoir 2 rendements avec un même dollar. Cinquièmement, de maximiser vos revenus de retraite. Je pense avoir mis ce point en exergue. Et enfin, transférer efficacement du patrimoine à l'international. Je vous remercie pour votre attention. On va pouvoir passer aux questions. Si vous souhaitez commencer une discussion avec mes équipes, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez ici accès à mon calendrier directement. Si vous passez votre téléphone, votre caméra de votre téléphone sur le QR code, vous aurez un accès directement à mon calendrier. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous d'introduction. Il n'y a pas de frais à ce que l'on puisse avoir cette première discussion ensemble. N'hésitez pas. Nous avons mis en place cette équipe. Nous avons une équipe extrêmement talentueuse qui est là pour le bien de la communauté française aux États-Unis. Nous avons dédié notre vie, notre carrière à votre succès financier. Nous sommes là, à votre disposition. N'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter. Vous avez un accès direct à mon calendrier, mon adresse email, également mon numéro de téléphone portable. Notre clientèle le sait bien. En plus des revues périodiques, ils ont directement accès à mon calendrier, mon numéro de téléphone portable, mon adresse email. Je suis toujours à la disposition de notre clientèle et de toute personne qui souhaiterait avoir plus d'informations quant à leur futur. On va passer aux questions. Je vais laisser cette slide ouverte pour que vous ayez mes informations. Alors, une première question que je vois dans le chat de la part de Catherine. Merci pour votre question. Est-ce qu'un Français naturalisé américain peut souscrire à une assurance vie en France? Je ne suis pas certaine. Alors, excellente question. La réponse est oui. Si vous êtes... alors, on va parler... que vous soyez en France ou aux États-Unis, même si vous êtes américain et que vous vivez en France ou que vous soyez aux États-Unis, vous pouvez souscrire à une assurance vie française. Il va y avoir 2 problématiques avec cela. La première problématique, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience, mais nous sommes un petit peu considérés comme des chats noirs en France, en tant que résident fiscal américain ou en tout cas personne américaine, que ce soit résident fiscal américain ou parce qu'on a la carte verte ou parce qu'on est américain. Et donc, à cause de FATCA, qui a été mis en place par les États-Unis, les banques françaises ont notamment très peur de cette conformité avec les États-Unis, parce qu'ils ont des pénalités énormes pour les banques. Et donc, ils ont peur de cette conformité. Et donc, beaucoup de nos ressortissants se sont vus fermer leurs comptes financiers, d'arrêter leur contrat d'assurance vie, etc. Donc déjà, vous allez avoir une difficulté à ce qu'une banque puisse accepter de travailler avec vous pour avoir ces contrats d'assurance vie. Donc ça, c'est déjà un premier point, c'est que ça va être déjà une difficulté matérielle de pouvoir le faire. Deuxièmement, ce sera la problématique de la fiscalité américaine. Vous pouvez instantanément avoir des avantages fiscaux du côté français, mais vous allez vous faire rattraper du côté américain. Si vous êtes en unité de compte, investi sur les marchés, vous avez une très forte probabilité que vous allez être considéré comme du PFIC, Passive Foreign Investment Company, et vous allez vous faire massacrer fiscalement du côté américain. Alors, il y a des manières de pouvoir le faire, tout est au cas par cas, mais la réalité, c'est que majoritairement des cas, c'est très fiscalement peu intéressant. L'alternative, potentiellement, c'est d'être en fonds euros, et générer que les intérêts sur lesquels on va aussi payer des impôts aux États-Unis, mais la fiscalité serait moindre, mais on ne génère rien. On est garanti de perdre avec l'inflation. Donc, on défie le purpose, l'objectif primaire de faire de l'assurance vie dans un premier temps.
Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Une prochaine question d'Étienne. À partir de quel montant minimum peut-on créer sa propre banque familiale? Excellente question. Il n'y a pas vraiment de minimum. Pour information, je vais prendre mon cas personnel. J'ai commencé à créer ce système-là avec $300 par mois. J'avais 24 ans potentiellement à l'époque, 23-24 ans quand j'ai commencé, avec $300 par mois, où j'ai commencé ce système-là, où déposer mon argent dans ma propre banque familiale. Et puis, il s'avère maintenant que je suis à un rythme de $150 000 par an. Il y a $150 000 par an qui partent dans ma propre banque familiale. Et l'avantage, c'est que comme quand je dépose de l'argent et que je suis arrivé déjà à l'année 7, 8 de mes contrats, quand je dépose $150 000, de par l'effet compounding interne, quand je dépose 150 000, j'ai 165 000 qui est crédité. Et ça, il y aura, dans 10 ans, ce sera 190, dans 20 ans, ce sera 250, etc. Il y aura cet effet de levier permanent qui fait que je garde la liquidité grâce à ma ligne de crédit attachée pour faire de l'immobilier. Par exemple, je viens d'acheter un bien immobilier au mois d'avril. Le down payment, l'apport, c'est fait avec la ligne de crédit attachée à mes contrats d'assurance vie. J'ai maintenant dans ma famille, puisque j'en ai à la fois sur moi, sur ma femme, sur mes enfants également, sur mes 3 enfants. Ma femme et moi restons les propriétaires du contrat, même sur les enfants. Mais ça permet de construire la valeur patrimoniale pour l'ensemble de la famille. Et nous avons une seule ligne de crédit attachée à l'ensemble des contrats. Et c'est cette ligne de crédit qui a été activée, par exemple, pour acheter un bien immobilier, pour pouvoir avoir un maximum de leverage derrière et d'avoir ces 3 à 5% qui continuent à courir au sein du contrat et maintenant les rendements internes de l'immobilier. Donc, il n'y a pas vraiment de minimum. C'est lié à notre capacité d'épargne, un redéploiement efficace de nos liquidités potentiellement, et pas forcément de maximum, mais je dirais qu'il faut que ce soit intégré dans une perspective de stratégie globale. Il ne faut pas mettre tous ces jeux dans le même panier non plus, mais ça peut être un instrument à considérer en effet. Excellente question. Prochaine question de Pascal. Bonjour. Peut-on aussi mettre des parts de société dans un contrat d'assurance vie? En France, potentiellement, pas aux États-Unis, même dans un variable contract qui sont liés au marché financier. Généralement, on est sur les index, etc. On ne va pas mettre des parts de société à l'intérieur. Si vous souhaitez des stratégies pour mettre des parts de société quelque part, par exemple, il n'est pas inintéressant de considérer mettre ces parts de société dans un Roth IRA, par exemple, pour que vous ayez l'augmentation de la valeur de vos parts qui soit défiscalisée lorsque vous allez sortir l'argent. Il existe d'autres stratégies proactives pour pouvoir à la fois réduire la fiscalité. Alors, il faut savoir qu'à USA France, on a toute une branche entreprise où on va mettre en place les programmes de retraite, mais également les programmes d'assurance, santé, invalidité, vie, tout ce qui est package pour les employés, mais également pour réduire l'impact de la fiscalité également pour les entrepreneurs. On a tout cela comme package et donc il existe beaucoup de manières de réduire la fiscalité, que ce soit au niveau des parts, mais aussi au niveau de la rémunération. On travaille main dans la main avec des comptables fiscalistes, généralement franco-américains qui sont basés ici aux États-Unis. Et on a des stratégies évidemment extrêmement riches à vous proposer si vous êtes entrepreneur. Excellente question. On va passer à Guillaume. Vous parlez du reste de notre vie pour la Cash Value Life Insurance, mais la Whole Life a souvent une âge limite, non? Par exemple, j'ai des Whole Life 65. Alors, c'est une très bonne question. Il existe plusieurs types de Whole Life. Il y en a qui s'arrêtent au niveau des premiums pour la contribution à 65. J'en ai notamment. Mais j'en ai également qui s'arrêtent à 99 ans, 95 ans ou même 121 ans. Ces types de contrats-là, de comptes-là, c'est exactement le même principe. C'est juste que votre prime, vous ne pourrez plus rien mettre dans votre contrat au-delà de cet âge-là. À partir de 65 ans, votre contrat est ce qu'on appelle paid up. Ça va continuer à augmenter de manière exponentielle. Tout votre contrat va continuer à augmenter, mais vous ne pourriez plus contribuer à votre contrat. Voilà comment ça fonctionne, Guillaume. Donc, c'est un contrat qui reste à vie, à la fois dans la cash value, l'épargne que vous allez économiser, mais également l'assurance décès, mais vous ne pourriez plus contribuer au-delà de 65 ans. Et généralement, ça peut être un bon fit parce que ça peut être lié généralement à la retraite. Et de toute manière, quand on parle à la retraite, généralement, l'idée, c'est plus continuer à contribuer. Ce serait potentiellement de commencer à l'utiliser de manière proactive. Mais généralement, on a un offset qui peut être réalisé avec les autres contrats, qu'on soit à 95 ou 99 ans, qui fait que généralement, des contributions, disons, entre 3 et 5 ans, entre 3 et 6 ans, on pourrait complètement offsetter le contrat et on n'a plus jamais besoin de contribuer dedans. Mais dans un contrat à 65, vous ne pourriez plus contribuer après, mais ce n'est pas vraiment trop une problématique. Une autre question, quel est le taux d'intérêt lié à une iBlock? Excellente question. Nous avons donc les taux de rendement internes au contrat et nous avons un taux d'emprunt lié à l'iBlock qui serait sur le montant emprunté uniquement.
On peut soit avoir un taux fixe. Alors, on a deux types de prêts. On peut avoir un prêt qui est garanti par la compagnie d'assurance dans le contrat qu'on va mettre en place. Par exemple, on a des taux autour de 5%, qui n'étaient pas sexy encore l'année dernière et qui commencent à l'être, parce qu'à l'heure actuelle, on est proche des 6,5-7% pour faire un prêt immobilier en ce moment. Si on a du 5% sur notre contrat d'assurance vie garanti par contrat fixe pour le reste de notre vie, c'est plutôt intéressant. Ou bien, on peut avoir des taux variables qu'on va aller chercher, par exemple, avec des banques et mettre en place l'IBLOC, Insurance Based on Credit, qui se fait avec une banque. Et généralement, c'est du LIBOR plus ou moins. Alors, généralement, c'est du LIBOR moins. Donc, le LIBOR est plus proche des 5,25 à peu près en ce moment, minus 1%. On peut être autour des 4,25% en ce moment, à peu près dans ces eaux-là. Et donc, on a toujours le rendement interne de tous ces rôles-là. Ils vont augmenter dans les années à venir parce qu'on a une augmentation des taux d'intérêt qui fait que quand il y a une augmentation des taux d'intérêt, ce qu'on appelle le compte général de ces compagnies d'assurance sont sur des très très longues périodes de 30 ans. Et quand ces prêts s'arrêtent, les obligations qu'elles prennent s'arrêtent, elles vont pouvoir maintenant se refinancer des taux d'intérêt plus élevés qui va faire des rendements plus élevés et ainsi les dividendes vont augmenter. On a 160 ans de data. Hein. Le Wally que je vous discute aujourd'hui n'est pas un instrument sexy du tout. C'est probablement l'instrument le plus boring qui puisse exister. Et c'est parce qu'il est justement boring qu'il va jouer un rôle absolument fondamental. On l'a vu en phase d'accumulation, en phase de retraite, en phase successorale, peu importe si on reste ou on reparte, parce qu'à côté, on va pouvoir avoir des choses qui vont être de manière satellitaire, qui vont, elles, aller chercher du rendement de manière beaucoup plus optimale, soit de manière satellitaire ou grâce à l'effet de levier, où on va passer à travers le contrat d'assurance vie pour pouvoir le faire. Donc voilà, l'avantage, c'est que généralement, on a un taux d'intérêt sur l'IBLOC qui est inférieur ou égal au taux de rendement, et de par l'effet de levier exponentiel et l'aspect linéaire de l'emprunt, on va capturer ce coût d'opportunité qui est vraiment une énorme force de l'instrument que l'on ne peut pas avoir sur du Universal Life ou sur du Variable Life. Il faut aller absolument sur du Whole Life ou ce qu'on appelle le WALI pour pouvoir bénéficier de ce taux extrêmement intéressant. On ne peut pas se leverager sur des instruments qui sont variables. Prochaine question. Pouvons-nous apporter notre Cash Value Life Insurance dans une banque traditionnelle et leur proposer d'utiliser en collatéral? Dans certains cas, un prêt directement à la banque est plus avantageux que d'emprunter à l'assurance. Absolument. Et c'est exactement ça, hein, de Julien. Je parle exactement de cela. Toutes les banques ne le font pas, toutes les banques de retail ne le font pas. Mais juste pour information, toutes les banques que vous connaissez, Bank of America, Wells Fargo, PNC Bank, Chase, you name it, détiennent 2 fois plus de whole life dans leur balance sheet de la banque que de real estate. Et ils ont des milliers d'agences. En termes de valeur, ils ont une valeur double de leur real estate. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme du tier 1 capital qui permet la solidité de la banque pour se leverager derrière et faire des prêts à d'autres personnes. Et donc, ça veut dire qu'elles connaissent absolument l'instrument et elles sont extrêmement friandes de vos collatéralisés instruments puisqu'il lui est garanti d'augmenter et ils vous ne prêterez que 95% de la valeur. Donc, ils sont sûrs de revoir leur cash. Si vous ne payez pas, ils ont un lien, ils ont ce qu'on appelle un lien en anglais, sur la police. Ils sont sûrs de voir leur cash. Donc oui, en effet, c'est exactement ce que j'étais en train de discuter. Ce iBlock, c'est d'aller voir les banques pour avoir des taux favorables. Mais toutes les banques ne le font pas. Nous avons 15 partenaires avec lesquels nous travaillons. On vous fait l'introduction en direct des noms tels que Valley National Bank, de Bancorp, etc. sont celles qui ont les meilleurs taux en ce moment. On a cette veille concurrentielle pour voir quelle banque est la plus compétitive et on aide nos clients à les mettre en relation pour pouvoir profiter de taux avantageux et de se leverager derrière. Une question de Johan, comment choisir la meilleure compagnie pour une whole life insurance? Ça, c'est notre métier de broker. Généralement, on va privilégier 4 compagnies qui sont les 4 compagnies mutuelles les plus ancrées, les plus solides qui existent. C'est Guardian Life Insurance, Mass Mutual, New York Life et Northwestern Mutual. Ce sont les 4 compagnies avec lesquelles on travaillerait. On va en privilégier certaines que d'autres, notamment parce que certaines ont des avantages pour nous, Français, des États-Unis. Donc, n'hésitez pas à me contacter. C'est tout notre valeur ajoutée d'accompagnement. On va vous trouver le meilleur instrument. Il faut savoir qu'il n'y a absolument aucun coût supplémentaire de passer à travers nous que de faire les choses vous-même dans l'établissement de ce type de stratégie ou de ce type d'instrument. N'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas à nous appeler. On va faire tout ce travail pour vous. Prochaine question. Quand on fait un iBlock, est-ce que ça diminue la cash value de l'assurance? La réponse est non. Ça n'impacte en rien le contrat en lui-même. Il n'est absolument pas touché. Vous avez votre contrat,
qui est là, qui va faire son petit bonhomme de chemin. Et en parallèle, vous allez avoir la ligne de crédit qui est en fait un montant d'argent qui est mis à votre disposition, que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle raison, mais qui est collatéralisé pour que la banque se sente confortable en cas de non-repaiement de cette ligne. Donc en fait, ce qui se passerait, c'est qu'en cas de décès avec une ligne de crédit qui est, elle, activée, et ben, en fait, lors du décès de l'assuré de ce contrat, ben, si la ligne est ouverte et qu'elle est activée, ben, la banque va prendre le montant qui lui est dû directement de l'assurance décès et le reste passe au bénéficiaire, ce qui est normal. Et l'avantage de ça, c'est que c'est du one-to-one en termes de montant, alors que si on tirait le cash directement de la police, on perdrait un effet de levier. Parce que chaque dollar qu'on va contribuer, parce qu'en fait, dans un contrat, on a à la fois une prime de base et ce qu'on appelle les POE, on a l'argent supplémentaire que l'on peut mettre dedans. Et pour chaque dollar que l'on met dedans, on peut avoir 3, 4, 5 dollars d'assurance décès pour chaque dollar qu'on met dedans. C'est-à-dire que si on tirait le cash directement de la police, on ressortirait 3, 4, 5 dollars d'assurance décès également. Donc le meilleur moment, le meilleur moyen de le faire, c'est prendre la ligne de crédit parce que ça viendrait réduire le death benefit 1 pour 1. Et là, c'est parfait. Parce que là, on garde l'effet de levier qui est assez fantastique. Excellente question à nouveau. Prochaine question. Pouvez-vous nous redire pourquoi il faut déposer progressivement ces 100 000 dollars, petit à petit, mensuellement, au lieu d'un coup? Alors, c'est 100 000 dollars, petit à petit, mensuellement, au lieu d'un coup. Pourquoi faut-il déposer progressivement ces 100 000 dollars petit à petit? Je ne suis pas forcément sûr de comprendre la question. Une manière d'y répondre, c'est que généralement, dans un contrat d'assurance vie, on va mettre de l'argent tous les ans dans son contrat. Généralement, le nombre d'années minimum pour qu'on n'ait plus besoin de mettre de l'argent dans son contrat, c'est 3 ans. En 3 ans, on peut complètement avoir son contrat qui est autosuffisant, qui va continuer à augmenter de manière exponentielle. Généralement, si vous avez un montant de cash d'un coup, ce que l'on va pouvoir vous aider à mettre en place, soit vous avez un prepaid account directement avec la compagnie d'assurance qui est de 4% en ce moment, ou bien on va pouvoir gérer cet argent-là pendant qu'on attend ces futurs paiements. On a des stratégies à la fois liées au marché financier, mais également des instruments avec de la sécurité à la baisse, des effets de levier en cas d'augmentation du marché financier. On a des instruments qui fait que si vous avez un montant de cash sur lequel vous êtes confortable de mettre dans les années à venir dans le Wally, on va pouvoir gérer ce cash-là et ainsi le mettre dans votre contrat petit à petit. C'est plus une question de limite qui est liée à l'IRS, parce que si vous mettez trop d'argent d'un coup à l'intérieur du contrat, vous allez créer ce qu'on appelle un MEC, un Modified Endowment Contract, et vous allez perdre tous les avantages fiscaux. Donc il faut garder les guidelines. C'est pour ça qu'on est spécialisé évidemment dans ce type d'instrument-là, pour ne pas faire d'erreurs fiscales notamment et de perdre tous les avantages fiscaux. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre tout d'un coup. La problématique venait des années 1870, 1880 où les Rockefeller ont déposé des millions et des millions de dollars dans ce type d'instrument-là alors qu'ils avaient ouvert une base de 100 000. Et pour éviter ce type de problématique, l'IRS n'a pas enlevé les avantages fiscaux. Ils ont limité ce que l'on peut mettre dedans selon l'âge, selon le death benefit, etc. Il y a un certain calcul qui est réalisé et qu'on aide à figure it out pour notre clientèle. Mais il faut suivre les guidelines et c'est pour ça qu'on va mettre de l'argent de manière annuelle plus que tout d'un coup. C'est pour garder les avantages fiscaux. J'espère avoir pu répondre à votre question. Prochaine question. Quel pourcentage prenez-vous sur le capital investi? Sur tout ce qu'on a discuté aujourd'hui du Wally, la réponse est 0. C'est net de frais. Nous, que vous passiez à travers nous ou pas, c'est exactement le même prix. On est juste votre broker. On se met de votre côté. On va vous trouver le meilleur instrument. Il n'y a pas de frais, aucun, sur la partie de ce Wally. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. On fait toute cette analyse. On vous aide à comprendre vos objectifs, ce qui vous tient à cœur, les détails de votre situation patrimoniale, et ainsi de mettre en place l'instrument qui serait le plus adapté, quand bien même il y aurait un besoin, et d'aller vous trouver le meilleur instrument. Et il n'y a aucun frais supplémentaire de passer à travers nous que de faire les choses vous-même. Notamment pour tout ce qui est instruments d'assurance ou parfois même d'investissement. Il n'y a aucun coût supplémentaire. On va peut-être en rester là pour aujourd'hui. Il est 13h19 du côté de New York aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de vous avoir aujourd'hui ensemble pour ce webinaire à travers l'UFE. Je souhaite encore une fois les remercier de m'avoir invité. Si vous avez n'importe quelle autre question, vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas.
ça sera vraiment un plaisir et je vous retrouverai très probablement d'ici quelques semaines ou quelques mois sur l'UFE pour d'autres webinaires. Petite page également de publicité sur un événement que nous avons, que l'UFE va également vous envoyer à travers sa newsletter. Nous avons un événement le 20 octobre, qui est un événement qu'on appelle l'USA France Financials 2022, la gestion de patrimoine aux États-Unis. 8 conférences, 12 intervenants sur la succession, la fiscalité, la retraite, la protection de la famille, le crédit score, etc. 8 conférences qui vont pouvoir vous permettre de bien comprendre l'ensemble des implications, des solutions internationales entre la France et les États-Unis. On va parler même également d'investissement immobilier depuis les États-Unis en France, etc. Tous ces sujets seront abordés. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. C'est pour vous, la communauté française. Si vous souhaitez avoir plus d'informations là-dessus également, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous enverrai les éléments d'inscription. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Au revoir.